시민들의 협조가 필요합니다. Et là, un énorme bruit retentit dans tout Gangnam. Personne n'aurait pu imaginer qu'en seulement 10 secondes, des centaines de personnes perdront la vie. Juste avant le drame, un enfant a supplié sa mère de quitter le centre commercial. Un homme lui a dit de fuir. À ce moment-là, les Coréens étaient persuadés que c'était un coup de la Corée du Nord. Selon les autorités, il n'y avait plus aucun espoir de retrouver des survivants. Et pourtant, 17 jours plus tard... Mais alors, à qui la faute? Serait-ce une attaque de la Corée du Nord, un tremblement de terre ou bien un défaut de construction? Comment la corruption, la négligence et l'ignorance ont conduit la Corée du Sud à vivre l'un des plus grands désastres de son histoire? Et surtout, qui provoquera la colère des centaines de milliers de Coréens. Aujourd'hui, vous saurez toute la vérité, car derrière chaque tragédie se cache un coupable. Et souvent, c'est une question d'argent. Pourquoi et comment on en est arrivé là, le témoignage des survivants. Et si vous connaissez le drama Just Between Lovers, eh bien sachez qu'il est inspiré de cette histoire vraie. Bienvenue dans la tragique histoire du centre commercial de Sampong. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la fois tragique et scandaleuse. Bon et bien écoutez, sans plus attendre, installez-vous confortablement. N'oubliez pas s'il vous plaît de commenter la vidéo si elle vous a plu, de la liker et pourquoi pas la partager. C'est parti. Nous sommes le 29 juin 1995 et des milliers de Coréens vont faire leur shopping dans le deuxième centre commercial le plus grand du pays. Mais sans se douter que d'ici quelques heures, tout sera détruit. À Sampong, on y retrouve de tout, comme de la vaisselle, des vêtements de la haute couture ou encore des appareils électroniques. À l'intérieur du centre commercial, il y a 5 étages et 4 niveaux souterrains. Généralement en France, nous les niveaux souterrains c'est pour les parkings. Ce que remarquent les employés et les clients, c'est que ce jour-là, il fait une chaleur étouffante. Pourtant, habituellement, la clim tourne. Mais alors, que se passe-t-il? Sanman est un jeune étudiant qui travaille à temps partiel au vestiaire situé au sous-sol. Et aujourd'hui, c'est son dernier jour. Et lui, tout ce qu'il attend, c'est la fin de journée. Nous avons aussi Mina, qui était dans un magasin de chaussures avec son fils, et puis d'un coup, il la supplie de rentrer à la maison. Voyant que son enfant a le regard complètement terrorisé, elle lui demande ce qui se passe. Et c'est là qu'il lui dit qu'un homme lui a demandé de fuir le centre commercial. La maman, elle regarde autour d'elle, mais elle ne voit personne. Dans le magasin, il n'y avait aucun homme et toutes les vendeuses étaient des femmes. Alors, est-ce que ce jour-là, l'enfant a inventé cette excuse ou est-ce qu'un homme lui a dit de fuir? Park a 19 ans et elle rêve de devenir enseignante. Elle travaillait comme vendeuse dans un magasin au sous-sol pour payer ses études. Et ce soir-là, après le travail, elle a rendez-vous avec sa meilleure amie. Et enfin, Jiwon, 19 ans, qui travaillait dans un magasin de luminaires situé au sous-sol. Kim, qui travaillait au 5e étage, plaisantait avec ses collègues en disant que si on secouait les murs, tout allait s'écrouler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Toujours à ce même moment-là, le jeune garçon B, 19 ans, qui travaillait dans un restaurant au 5e étage, rangeait tranquillement ses affaires. Lorsque tout à coup, son chef débarque dans la salle et commence à crier en demandant à tout le monde de sortir. B, lui, il comprend pas et continue de ranger ses affaires jusqu'au moment où son chef commence à le tirer. Tout le monde se met à courir vers les escaliers de secours. Et puis, le bâtiment tout entier commence à trembler. À 17h50, l'alarme du centre commercial se déclenche. 17h52, le toit du 5e étage s'effondre, détruisant tout sur son passage jusqu'au sous-sol. À votre avis, combien de secondes il a fallu pour que le centre commercial s'effondre? 10 secondes pour sauver votre vie. Et c'est ce qui a entraîné 1500 personnes pris au piège sous 40 000 tonnes de gravats. Bill, le jeune qui travaille dans un restaurant, a sauvé sa vie en fuyant dans les escaliers de secours. Et à quelques centimètres de ses pieds, tout s'était écroulé. Sandam, le garçon des vestiaires, lui est toujours vivant car quelques minutes avant, une personne l'a appelé. Il est alors parti et tout s'est écroulé derrière lui. Park, qui avait rendez-vous avec sa meilleure amie, se retrouve piégé au sous-sol. Idem pour Jiwon qui se trouve à quelques mètres et coincé dans les décombres. Après l'effondrement, une énorme poussière épaisse s'est formée et lorsqu'elle disparaît, elle nous laisse apercevoir ce qu'il reste du centre commercial. Autour, les survivants complètement paniqués et sous le choc sont rapidement rejoints par les médias et les secours. Des centaines d'ambulances, des pompiers, des médecins à la retraite, des médecins qui étaient en repos ainsi que des bénévoles et les familles ont tous participé aux recherches. Les victimes étaient couvertes de poussière blanche et autour du centre commercial, les plus curieux montaient en haut de leur immeuble pour observer les dégâts. Au départ, pour les secouristes, il était impossible d'utiliser des grosses machines ou des grues, tout simplement parce qu'à tout moment, ils pouvaient écraser des victimes qui étaient en dessous des décombres. Dès que la nouvelle a été diffusée dans les médias, les familles ont tout de suite couru sur les lieux du drame. La meilleure amie de Park, elle est arrivée et elle a commencé à crier puis à creuser avec ses mains. Ce jour-là, Jio se met à courir en direction de Sampong. Sa petite sœur venait de se marier et il y a 10 jours, elle avait quitté son travail. Mais ce 29 juin, elle s'était rendue au centre commercial pour récupérer un chèque d'indemnité. Pendant les 16 premières heures, ils ont réussi à sauver uniquement 5 personnes. En fait, il n'y avait aucune communication, les ambulances, les hôpitaux, ils étaient tous débordés. C'était une catastrophe. Le soir du deuxième jour, les autorités annoncent aux familles abandonner les recherches, car le mur nord de Sampong risquait de s'effondrer à son tour. Cette décision provoque la colère des citoyens et des familles qui protestent dans la rue. Après avoir sécurisé le mur nord, 3 jours après, les recherches reprennent. Malgré le travail
acharné des secouristes, beaucoup de victimes sont encore pris au piège. Cela fait plusieurs jours que Ji-won est coincée au sous-sol sans pouvoir bouger. Elle n'en peut plus, au point où elle a même pensé à mettre fin à ses jours après avoir trouvé un couteau. À exactement 3 mètres d'elle se trouve Cho, un jeune étudiant en architecte qui travaillait dans un magasin pour payer ses études. Il raconte qu'il était tranquillement en train de travailler et qu'en quelques secondes, il s'est retrouvé allongé sur du béton dans le noir. Après avoir repris connaissance, il a commencé à crier. Et c'est là qu'il a entendu deux voix, celle d'une jeune femme de 25 ans qui travaillait dans un magasin de chaussures et celle d'une cliente âgée. Tous les trois, ils étaient pris au piège, ils ne se voyaient pas mais ils s'entendaient. Ils ont passé leur temps à dormir, à s'évanouir, à reprendre connaissance et ils ont commencé à discuter. Et puis un jour, Cho commence à demander à la vieille dame comment elle va. Aucune réponse. En fait, cette cliente-là, elle avait un mur qui écrasait sa poitrine et malheureusement, elle est décédée. Juste après, c'est au tour de la vendeuse de 25 ans. Avant de partir, elle prévient Cho. Elle lui dit « Je pense que je vais m'en aller. Dis à ma famille que je les aime. » Et là, elle décède. Du jour au lendemain, Cho se retrouve seul. Sans boire, sans manger, ça fait déjà plusieurs jours qu'il est là. Cho commence à déprimer. Il était en train de perdre connaissance et à ce moment-là, une goutte lui tomba sur le visage. C'était l'eau de la pluie qui s'était infiltrée entre les murs. Il commence à décaler sa tête et à boire. Et puis il commence à prendre un petit bout de carton, à le mouiller et à le manger. Après une semaine, les autorités annoncent aux familles qu'il est impossible de retrouver des survivants. Et pourtant, il y a des survivants. 11 jours après l'effondrement, à 6 h du matin, Cho, 19 ans, est retrouvé. Pour protéger ses yeux qui ont passé plusieurs jours dans le noir, on protège son visage. La nouvelle choque le pays tout entier et redonne espoir aux familles des victimes. D'ailleurs, ses parents et son oncle avaient arrêté de travailler pour pouvoir devenir secouristes bénévoles jusqu'à le retrouver. Quelques heures plus tard, les secouristes entendent un cri. Ils se mettent à creuser et là, le pied de Ji-won, la vendeuse du magasin de luminaires, apparaît. Ji-won, qui se trouvait à quelques mètres de Cho, est enfin sauvée. Elle est rapidement pris en charge et envoyé à l'hôpital. Quelques jours plus tard, soit 17 jours après l'effondrement, Park, qui avait rendez-vous avec sa meilleure amie, est retrouvé. Après un séjour à l'hôpital, Park a pu retrouver sa famille et ses amis. Mais alors, comment on en est arrivé là? Pour le comprendre, vous devez connaître un minimum le contexte. Je vous explique rapidement. Retournons dans le passé. Nous sommes dans les années 80 et la Corée du Sud a connu une croissance économique dans la construction et le commerce. Pour ceux qui ne comprennent pas, en gros, le pays s'est développé. Il a commencé à construire plein de bâtiments. Mais surtout, il fallait préparer le pays à accueillir les Jeux Olympiques. La ville de Séoul devait obligatoirement respecter les délais de construction. Elle devait construire rapidement sans embaucher des entreprises étrangères pour leur venir en aide. Le travail était beaucoup trop difficile pour eux, ils étaient surexploités et c'est comme ça qu'on commet des erreurs. Parmi les nouvelles constructions, on retrouve le centre commercial Sampong. Il ouvre en décembre 1989 après 2 ans de construction et devient l'un des endroits les plus prestigieux du pays. Alors, que s'est-il passé quelques heures avant l'effondrement? Dans la nuit du 28 au 29 juin 1995, le gardien de nuit a entendu des bruits assez étranges, des bruits de grincement, un petit peu comme dans les films d'horreur. Il monte au 5e étage et il voit un trou. Avant de partir, il écrit un mot au responsable technique qui, lui, arrive à 8 h dans son bureau. Le responsable technique se rend sur le toit et ne remarque rien d'anormal à part les fissures qui y sont déjà depuis 2 ans. Après plusieurs tragédies, dont 2 explosions de gaz et l'effondrement d'un pont suite à des défauts de construction, la population est sortie manifester et l'État a mis en place des contrôles de tous les bâtiments publics, dont le centre commercial Sampong qui a été inspecté avec succès. Le matin du 29 juin, le bâtiment a commencé à vibrer. Pour résoudre le problème, le responsable technique décide d'éteindre de la clim, ce qui explique pourquoi il faisait une chaleur étouffante atteignant jusqu'à 30 degrés. Après 10 heures, le personnel des restaurants qui se trouvait au 5e étage contacte le responsable technique afin de l'avertir qu'il y a une fissure de 10 cm autour de l'un des piliers et que le sol s'est affaissé. Le responsable technique et l'ingénieur ont demandé à faire évacuer le centre commercial, mais le propriétaire de Sampong a refusé. Pour lui, ça lui faisait perdre beaucoup trop d'argent dans la journée. 2 heures après, c'est un autre bruit qui retentit dans tout le centre commercial et les murs commencent à trembler jusqu'au sous-sol. D'un côté, il y avait les clients qui se plaignaient de la chaleur et d'un autre côté, il y avait les employés qui trouvaient ça beaucoup trop dangereux de rester travailler. Mais ils seront rassurés par le responsable technique. 10 minutes plus tard, soit à 17 h 52, c'est le drame. Clients et employés se mettent à fuir le centre commercial. Malheureusement, il a fallu de 10 secondes pour que tout soit détruit. Et la suite, vous la connaissez. Mais alors, à qui la faute? Serait-ce une fuite de gaz? Après vérification, non, ce n'était pas une fuite de gaz. Ou alors peut-être une attaque de la Corée du Nord, vu que de toute façon, ils ont que ça à faire et qu'ils en sont pas à leur premier essai. En 1983, une bombe déposée par des activistes nord-coréens prend la vie de 17 personnes. 4 ans plus tard, en 1987, le vol Korean Air 858 qui relie Bagdad à Séoul explose en plein vol. Les coupables sont 2 Nord-Coréens qui ont déposé une bombe avant de descendre à l'escale à Abu
Abu Dhabi. Une enquête a été menée et la Corée du Nord est pour une fois innocente. Après plusieurs recherches, les enquêteurs ont enfin trouvé la vérité. Avant sa construction en 1987, le centre commercial devait avoir uniquement 4 niveaux souterrains et 4 étages pour un total de 8. Mais durant les travaux, le propriétaire de Sampong demande l'ajout d'un 5e étage à l'entreprise de construction Wosong. Ayant déjà construit les fondations du bâtiment, l'entreprise refuse de construire un 5e étage. Le propriétaire de Sampong va pas se prendre la tête, il va virer cette entreprise et en prendre une nouvelle qui acceptera de construire le 5e étage. Il faut savoir que le propriétaire de Sampong est un homme d'affaires et il voulait que ce centre commercial soit le 2e plus grand du pays. Écoutez bien, le centre commercial est modifié et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on construit une maison, un bâtiment ou une piscine? La chose la plus importante à faire, c'est de suivre le plan de l'architecte. Sur le plan, il fallait que les piliers soient de 80 cm de diamètre. Or, les piliers de Sampong faisaient uniquement 60 cm de diamètre. Il fallait 16 piliers, il y en avait uniquement 8. Le bâtiment a perdu 50% de sa résistance. Voici le coup fatal, ce qui a fait que le centre commercial s'est complètement effondré. Sur le toit, ils ont installé 3 tours de refroidissement de 36 tonnes pour mettre en place la climatisation dans le centre commercial. Le problème est que les appartements résidentiels qui se trouvaient en face se sont plaints du bruit. La direction a alors décidé de déplacer les tours de l'autre côté du toit, mais au lieu d'utiliser une grue pour les soulever proprement, ils ont traîné les 3 tours et c'est ce qui a causé des fissures sur le toit. Au fil du temps, ça s'est aggravé jusqu'au jour où tout a lâché. Le propriétaire, le PDG, l'architecte et le responsable technique qui ont tout survécu seront arrêtés. Le propriétaire sera condamné à 10 ans de prison. Son fils, le PDG, sera condamné à 7 ans de prison. L'architecte et le responsable technique, eux, seront relâchés. Au total, 21 personnes seront reconnues coupables. À ce jour, on compte encore plusieurs dizaines de personnes disparues. Voilà comment la négligence, l'ignorance et la corruption ont pris la vie de 502 personnes, tout en brisant des familles et des victimes à tout jamais. Ce qui devait être un géant et magnifique centre commercial a fini par devenir un grand cimetière. Aujourd'hui, le reste du centre commercial a été détruit et des appartements de luxe ont été construits depuis 2004. Apparemment, jusqu'à ce jour, il reste encore 40 personnes disparues. Et c'est ainsi que se termine la tragique histoire du centre commercial de Sampong. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec tous ces petits détails techniques, mais c'était vraiment important pour que vous compreniez. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de me laisser un petit commentaire. Vous pouvez par exemple me dire si cette histoire vous a choqué, si ça vous choque pas qu'il y ait autant d'erreurs pour de l'argent. Dites-vous que ça peut nous arriver à nous aussi. En attendant, je vous donne rendez-vous dans ma story sur Instagram, dans mes vidéos sur TikTok. À bientôt!